Alors voilà, je viens vous parler de cet ouvrage que j'ai le plaisir de réécrire. Il avait été écrit en 92. Alors pourquoi la nouvelle gestion de soi? Ben, pour ne pas la confondre avec l'ancienne, la gestion de soi. Et puis, je pense avoir été le premier à ma connaissance d'avoir utilisé ce titre en 1992, mais assez rapidement, d'autres ouvrages se sont aussi appelés la gestion de soi. Donc pour se distinguer, l'éditrice a proposé de parler de la nouvelle gestion de soi. Mais je pense que ce titre se justifie aussi parce que la perspective dans laquelle je me place, donc je me place, disons-le clairement, dans la perspective de la psychologie scientifique, eh bien que cette perspective est différente. Par exemple, la psychologie intuitive que l'on trouve dans les ouvrages qu'on appelle souvent d'une expression anglaise, parce qu'ils se sont surtout diffusés aux États-Unis, les self-help books. Il y en a quantité, on en produit sans discontinuer, sans arrêter. Et parmi les plus célèbres, il y a les ouvrages d'Al Carnegie. Alors, un des tout premiers des années 1870, il est écrit par un médecin, Dio Lewis, et c'est un ouvrage sur la chasteté, où il explique, on peut le télécharger sur Internet, je l'ai téléchargé, je l'ai lu assez rapidement, est assez amusant, parce que son problème, c'est comment être totalement chaste, hein, ou comment être chaste. Ce n'est plus la préoccupation de la majorité des personnes, au contraire, beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent comment avoir de meilleures érections, etc., etc. Donc, la préoccupation a très fort changé, mais comme je le rappelais il y a un instant, il y a peut-être de nouveaux problèmes, c'est la sexualité compulsive avec les conséquences malheureuses au plan financier et autres, ou de la santé que cela entraîne. Voilà donc un ouvrage, si vous voulez, qui historiquement peut peut-être nous faire sourire. Les ouvrages d'Al Carnegie sont encore toujours en vente. Hein. Comment se faire des amis, comment arrêter de ruminer et comment commencer à vivre d'Al Carnegie était un vendeur, aussi comédien amateur, donc un médecin, un comédien. Puis il y a eu quantité d'ouvrages, je ne vais pas les énumérer, mais il faut attendre les années 1970 pour que des psychologues d'orientation scientifique s'en occupent. Avant ça, vous avez donc des ouvrages qui sont écrits par un pasteur, comme par exemple La pensée positive, ou un pédiatre, hein, comme le docteur Spock, etc. Il faut donc attendre les années 1970 pour que ça développe aussi les thérapies comportementales. Alors, nouvelle gestion de soi, je tiens aussi à dire au passage, sans vouloir beaucoup polémiquer, au risque d'irriter l'une ou l'autre personne, l'un ou l'autre auditeur d'aujourd'hui, que je me détache très nettement de la psychanalyse, que je connais bien, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Freud, j'ai lu tout Freud en allemand, j'ai étudié ça un peu comme un séminariste hein, étudie les écritures saintes, donc je pense connaître, j'ai pratiqué la psychanalyse, et finalement, je m'en suis tout à fait détaché. Donc, il faut savoir qu'il y a différents courants de la psychologie, et à côté de la psychanalyse, qui a encore beaucoup de succès en France. Hein, les Français connaissent surtout ça pour diverses raisons que je ne vais pas développer. On peut y revenir, si vous voulez, dans les discussions. Donc, la psychanalyse est encore très en vogue en France et en Argentine. Ce sont les deux pays au monde où elle a encore vraiment du succès. Mais les psychologues d'orientation scientifique comme moi pensent que Freud a eu un certain rôle positif dont nous pouvons parler et discuter aussi, mais qu'au total, la psychanalyse est un mouvement dépassé. Les interprétations de Freud aujourd'hui font évidemment sourire des psychologues d'orientation scientifique comme moi. Vous savez que Freud fumait entre 20 et 30 cigares par jour. Il est mort d'ailleurs avec un cancer de la bouche. Et alors lui-même interprétait le fait de fumer, c'est assez amusant, voilà, je le cite, il disait que le fait de fumer est une masturbation symbolique. Hein. Voilà d'ailleurs une image amusante qui est faite par quelqu'un qui est un admirateur de Freud, qui a fait tout un recueil de caricatures, Ralph Steadman, mais qui, quand même, au passage, se moque un peu de la manière dont Freud interprétait l'usage, comme vous voyez, du cigare. Hein. Freud disait que la masturbation est la seule grande habitude, bon, je crois qu'il y en a quand même heureusement d'autres encore en plus, enfin je ne suis pas contre, hein, mais bon, je pense quand même qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent apporter du plaisir. La seule grande habitude, le désir primordial, disait-il, les autres dépendances à l'alcool, à la morphine, au tabac, n'en sont que des ersatz, des substituts.
Donc voilà, je pense que la psychanalyse a des interprétations qui sont toujours discutables. Ce n'est qu'une façon d'interpréter en fonction d'une clé préétablie. Hein. Et d'autre part, je signale aussi au passage, au risque encore d'énerver peut-être l'un ou l'autre, je rappelle quand même ce fait, c'est que la psychanalyse est très peu efficace, et que l'on trouve surtout dans les lettres de Freud l'aveu de cette inefficacité. Exemple, on va vite voir ça, il écrit, déjà en 1911, il écrit à un de ses meilleurs amis, Ludwig Binswanger, il écrit que, voilà, il parle toujours de ses patients, il les appelle dans ses lettres les nègres. Et pourquoi les appelle-t-il les nègres? Eh bien, il explique à Binswanger pourquoi il dit les nègres. Ça provient d'une vieille blague courante chez nous les psychanalystes. On appelle la cure psychanalytique un blanchiment de nègre. Vous savez que rendre un nègre blanc, hein, ce n'est pas possible. Hein, ou que c'est la mise en scène, que c'est une blague. Et il dit, je me console souvent en me disant que si nous sommes si peu performants au niveau thérapeutique, nous apprenons au moins pourquoi on ne peut l'être davantage. Dans cet esprit, notre thérapie me semble la seule rationnelle, et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, c'est vrai. Il écrit quand même à la fin de sa vie, exemple, je pourrais multiplier les citations, parce que moi j'ai lu donc, non seulement toute l'œuvre, mais aussi une grande partie de sa correspondance pour faire ma thèse doctorat autrefois, quand j'étais tout jeune, donc il y a longtemps, j'avais 30 ans quand j'ai présenté cette thèse. Cela me déroute parfois que les analystes eux-mêmes ne soient pas radicalement changés par leur commerce avec l'analyse. Donc lui-même n'a jamais réussi à arrêter de fumer. Il a essayé quelquefois sans aucun succès. Donc voilà, pourquoi aussi je me permets de parler de nouvelles gestions de soi en disant que la manière dont je vois les choses et dont bien d'autres voient comme moi d'ailleurs, je suis loin d'être le seul. Si j'étais le seul, d'ailleurs, je m'inquiéterais. Hein. Mais donc nous sommes de plus en plus nombreux à penser que la psychologie doit devenir une science. C'est une science molle. C'est une science dans laquelle on ne fait pas des découvertes révolutionnaires. Ce n'est pas comme la physique, la biologie, la chimie qui trouvent des choses que personne qui n'est pas spécialisé ne pourrait trouver. En psychologie, c'est très différent. Ce que nous pouvons dire d'intéressant, on l'avait déjà dit très souvent, et certaines personnes l'avaient trouvé par elles-mêmes. Ce que fait le psychologue scientifique, c'est s'intéresser à tout, bien sûr, mais sans pouvoir dire tout sur tout, et il va faire des recherches sur des hypothèses réfutables, c'est-à-dire qu'on pourrait invalider. Le problème de la psychanalyse, soit dit au passage, c'est qu'avec l'inconscient, dont l'expert, si vous voulez, le maître, on peut toujours maintenir une interprétation. On peut toujours dire, vous avez le complexe d'Édipe. Si vous dites, comment, moi, je n'ai pas envie de coucher avec ma mère. Elle dit, ah non, ben, c'est refoulé, c'est inconscient. Et donc, la preuve que c'est inconscient et refoulé, c'est que vous protestez. Hein, la dénégation est une preuve, justement, de la vérité de mon interprétation. Alors, ça, les scientifiques ne veulent pas. Leur question, c'est, alors, quand on a des bonnes hypothèses, qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va laisser tomber? On va établir des lois empiriques, hein, ce n'est pas du tout les lois du législateur ni des lois morales. On sait que dans telles conditions, il va se produire telle chose, et que si nous voulons tel résultat, nous devons essayer de mettre en place telle condition au départ. Le scientifique travaille le plus objectivement possible, c'est-à-dire que même s'il trouve des résultats qui ne correspondent pas à ce qu'il souhaite, il va quand même les publier, il doit le faire, s'il est honnête. Il va travailler le plus méthodiquement possible, c'est-à-dire que s'il y a des exceptions, il va en tenir compte, essayer de les expliquer, éventuellement changer sa théorie. Et enfin, il se corrige. Les scientifiques font des erreurs, ils ne disent pas la vérité. Et moi qui viens vous parler de psychologie scientifique, je ne viens pas vous énoncer des vérités, je viens vous dire ce qui, dans l'état actuel de la psychologie, telle que je la connais, est largement admis par des chercheurs qui se définissent comme scientifiques. Mais nous utilisons une poubelle, contrairement donc à d'autres psychologues qui ne font qu'accumuler des histoires et qui ne se remettent pas en question.